Je suis une personne lambda. C'est sûrement ce que vous vous dites, vous qui nous écoutez. Vous pensez sûrement que les histoires que vous allez entendre n'arriveraient jamais à quelqu'un de lambda comme vous ? Eh bien si, nous les racontons chaque jour dans nos journaux. Et chaque dimanche dans ce podcast, Lambda, écrit et réalisé par les journalistes de Centre France. La dernière copine que j'ai eue, j'avais 19 ans. Donc là, j'en ai 33. 19, 33, il y a quand même des années où il ne s'est rien passé. Enfin, voilà. Arrive ce mariage, une amie qui me dit François, il faut que tu ailles au mariage, à ce mariage-là. Les mariés souhaitent que tu sois avec eux pour la cérémonie. Alors, je dis non, j'ai pas envie, j'ai pas le moral. Enfin, ça... Elle me dit non, mais ça te changera les idées, viens. 31 avril, et puis le 2 mai, j'attaquais mon nouveau travail. Donc finalement, j'y vais. L'ambiance est très festive, très sympathique, sans jugement. On m'a placé à la table des célibataires. Je connais quelques personnes qui m'entourent. Cette fille qui est en face de moi, je la connais pas. C'est la première fois que je la vois. Très belle, très joyeuse, jamais à table. Tout le temps en train de partir, de sortir de table, d'aller rendre service, de débarrasser. Bon, on a fait un jeu dans la soirée, le jeu de la chaise musicale, puis bon, on s'est appelé l'un l'autre. Enfin, voilà. Et puis après, je suis parti, c'était minuit, j'étais fatigué, enfin, donc j'ai dit je m'en vais. Cette jeune fille, on part comme ça, on se dit au revoir, bon, puis rien. Et j'attaque le travail le 2 mai 2005. Le 3 mai, donc le lendemain, ou même le 2 mai, je sais plus, enfin c'était un ou deux jours près de mon nouveau travail, je reçois le coup de fil de l'amie qui m'a dit il faut que tu viennes au mariage. Elle me dit François, la mariée, elle aimerait bien avoir ton adresse. Ah, je dis tiens, c'est bizarre ça. Donc je donne mon adresse, tout. Et puis 3-4 jours après, je rentre chez moi. Et devant ma porte, je vois une rose blanche et une lettre anonyme dans ma boîte aux lettres. Et dans cette lettre, c'était écrit si tu veux renouer les instants de magie partagée, je t'invite tel jour, telle heure au restaurant L'Asie. Si tu acceptes le rendez-vous, mets une rose blanche devant ta porte. Pas de signature, hein, je ne savais pas qui c'était. J'ai un petit doute, tu vois, j'avais un petit doute sur cette fille, en fait. Mais bon, je suis pas sûr. Hein. Donc je cours chercher une rose, tout, je fais un fleuriste, pas de rose blanche, 2 fleuristes, pas de rose blanche, 3 fleuristes, pas de rose blanche, voilà, rose blanche. Donc je prends une rose blanc orangé, enfin un truc jaune, enfin voilà, j'étais vraiment, je dis est-ce que ça va marcher, est-ce qu'elle va penser que c'est la bonne, tout. Bon, je mets la rose devant ma porte. Et puis 2-3 jours passent, hein, c'est long quand même, hein, 2-3 jours. Bon, j'arrive au restaurant une demi-heure avant, et j'attends dans ma bagnole une demi-heure avant. Pendant une demi-heure. Je rentre dans le restaurant et là, elle est assise là, avec une rose sur la table. Elle me voit, tout. Donc on était intimidés, hein, tous les deux. Et puis on commence à parler, tout. Elle voulait savoir quel travail je faisais, ce que je faisais. Et puis au bout d'un moment, je dis donc, tu es au courant du mariage de tes amis, là où on s'est rencontrés, là, le prêtre qui devait les marier? Elle me dit, bah oui, oui, il a quitté pour pouvoir se marier. En fait, j'étais en train de la tester. Elle me dit, oh, non, il a eu raison, de toute façon, bah voilà, c'est comme ça. Hein. Et là, je lui dis, ben, ce prêtre, c'est moi. En fait, chaque année, je dois faire à peu près entre 25 et 35 mariages. Donc ça fait partie des 35 mariages. Et c'est un couple avec qui j'ai bien accroché. Enfin, je m'entends bien avec eux. On a trouvé des points communs, en fait. Et donc, c'est à cette période que je décide d'arrêter. Je leur annonce, hein, ça a été un peu un choc, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Je l'avais annoncé un an avant que je me posais la question d'arrêter ou pas. Et j'ai pris le temps de rencontrer des gens pour réfléchir. Et à ce moment-là, j'ai pris ma décision. C'est un ami prêtre qui est venu au presbytère qui m'a dit, écoute, je vois que t'es pas bien, François. Et donc je lui ai expliqué. Il savait, hein, c'était le prêtre auprès de qui je me confiais. Et il m'a dit, écoute, au lieu d'avoir une double vie, sois libre et rends-toi libre pour celle que tu rencontreras. Et en fait, cette parole-là, c'est ça qui m'a libéré. Devenir prêtre, c'est difficile. Quitter, c'est encore difficile. En fait, c'est pas des moments de doute de la foi. J'ai pas une crise de foi. FOI.
C'est-à-dire que j'ai jamais été malade de la foi, jamais, 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 jamais. Même encore aujourd'hui. Les doutes que j'ai, c'est sur la possibilité d'être fidèle jusqu'au bout. Et la décision qui s'impose à moi, c'est parce que j'ai aimé comme prêtre. Il y a des femmes que j'ai aimées, des femmes que j'ai désirées, et il y a un choix. Et le choix, il est radical, c'est je veux pas avoir double vie. Je veux pas mentir aux gens, je veux pas célébrer la messe en disant Amen, allez dans la paix du Christ, et je vous mens en fait les amis, hein, voilà. C'est pas tenable. Voilà. Ce qui est difficile, c'est quand tu te rends compte que tu aimes quelqu'un et que tu te dis non, je n'irai pas avec elle parce que c'est le prêtre qu'elle aime, c'est pas moi, et que je veux pas vivre ça. Donc, à un moment, tu n'es plus en accord avec toi. Donc, je décide de quitter. Je pars une semaine à Perpignan chez des amis. Chez un ami, lui, il est diacre. Et il me demande de célébrer la messe. Et là, je lui dis non, mais Jérôme, est-ce que tu me demandes. En fait, je le fais, si tu veux. Parce que lui pense me raccrocher, tu vois. Et en fait, j'ai célébré la messe sans vie. Je l'ai fait, c'était valide. Mais j'arrivais pas à mettre ma vie, enfin, parce que dans mon cœur, j'avais fait ce choix de partir. Il y a un moment, j'ai quitté par honnêteté. Quand j'ai quitté la prêtrise, j'ai un confrère qui m'a appelé, qui m'a dit François, t'es au courant pour moi? Je dis oui, je sais. Je sais que tu vis avec quelqu'un et que tu as une vie. Je lui dis tu as des enfants? Il me dit non, j'en ai pas. Je dis bon, très bien. En fait, je ne juge pas, hein. Je dis mais tu arrives à le vivre? Il me dit ouais, ouais, ouais. Enfin, tu vois. Bon. Moi, ça, je le veux pas. Enfant, j'ai toujours eu la foi. Quand j'avais 3 mois, j'ai la sténose du pylore à 3 mois. La sténose du pylore, c'est la petite valve qui sépare, enfin qui fait entrer la nourriture dans l'estomac, elle est bloquée. Ce qui fait que je vomis, je vomis, je vomis, je suis très maigre. Mes parents pensent que je vais mourir, donc le chirurgien annonce qu'il faut m'opérer à 3 mois. Et je suis baptisé dans l'urgence parce que je peux mourir. Voilà. On habite à une cité HLM, c'est ce qu'on appelle la barre. C'est la seule barre, les autres c'est des grandes tours de 15 étages. Nous, on est dans la barre 6 étages. Et c'est génial. On était vraiment un mélange bigarré de communautés, de vie, hein. J'ai une tête d'ange, mais je suis un petit peu un polisson. Je fais beaucoup de bêtises, mais je dis jamais que c'est moi. Je suis un enfant timide, un peu solitaire. J'ai quelques copains, deux, trois. Et puis après, euh, quand je suis au collège, je suis je suis dans un collège privé éculé où c'est difficile. Et on est une petite cinquantaine originaire de mon quartier. Et tout de suite, on voit qu'il y a deux classes. Il y a la classe des riches et la classe des pauvres. Et à cette époque, bah, moi, mes parents, moi, je récupère les vêtements de mes cousins. Voilà, je m'habille avec des marques Carrefour, c'était la marque Tex. Et je revois encore aujourd'hui là, dans le gymnase, il y a une fille qui me dit oh, t'as une super ceinture. Alors je lui montre, c'est une ceinture Carrefour. Mais elle était sincère. Et l'autre qui arrive, il me dit regarde la mienne, c'est Newman. Enfin, tu sais, c'est encore une super marque. Parce que les gamins, ils avaient tout. Moi, j'avais rien. Mes parents savaient rendre joyeux les moments où ils serraient la ceinture, parce que bon, bah, il y a eu des crises, hein, aussi, et tout se transforme en fête. Soirée crêpes, soirée pain perdu. Et c'est tellement festif que tout passe et qu'on sent rien. Ma scolarité se passe mal, je m'y retrouve pas. Si, il y a des matières que j'aime l'histoire, j'aime le théâtre. Je me régale. Sixième, cinquième, quatrième, il y a des théâtres. Je joue, j'apprends des passages de Molière, les fourberies de Scapin, l'avare. Je me régale. Donc, collège, oui, je suis convoqué avec mes parents. Et là, ils me disent, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est deux voies, c'est soit la menuiserie, soit la métallerie, soit l'informatique. Mes parents disent coiffeur. Et bon, bah voilà, je dis, ah, bah, allez, pourquoi pas, coiffeur.
J'ai 14 ans. Je me retrouve le seul garçon avec 15 filles. C'est génial, parce que je suis la mascotte. J'ai aimé des filles à l'école de coiffure et malheureusement pour moi, ça n'a jamais été réciproque. Mes grands-parents jouent à une tombola à la paroisse. Ils achètent des billets de tombola et ils gagnent un voyage pour aller à Lourdes. Et là, j'ai 15 ans. Et à Lourdes, on demande à la cantonade s'il y en a qui ont pensé à être prêtre. Et moi, je dis, ben moi. Et je rentre chez moi, je dis à mes parents, je veux être prêtre, ça y est, je sais ce que je vais faire. Et là, ma mère me dit, oh, mais ça te passera. Parce que quand j'étais petit, je disais, je serais prêtre, coiffeur. Non, je serais prêtre, chômeur ou médecin. Clochard. Alors ça faisait rire mon père, il me disait, mais tu sais, pour être clochard, il faut un diplôme. Enfin, c'est difficile pour eux d'accepter ce choix. Et ma rentrée au séminaire, ça a été une épreuve pour ma mère. Papa, lui, ma rentrée au séminaire, il a eu du mal aussi. Il m'accompagnait, parce que c'était à Vienne la première année. Il m'emmène le vendredi soir et il revient me chercher le dimanche soir. J'aime ce chemin entre Lyon et Vienne quand il m'emmène au séminaire, parce qu'il me parle de père à fils et de fils à père, mais on a de beaux échanges pendant le trajet. Voilà. Je suis vraiment heureux. J'intègre la faculté catholique de Lyon. Et là, tous les soirs, je pleure. Mais pleurer pour de vrai. C'est qu'en gros, je vais en cours, je comprends rien. Je vois des profs qui me parlent, des profs qui parlent de Jésus. Inaccessible. Je comprends rien. Et je suis avec mon dictionnaire, consubstantialité, altérité, enfin des mots que je connais aujourd'hui. Mais à l'époque, je comprends pas. Normalement, pour être prêtre, il faut 6 ans de séminaire. Je fais 8 ans. Je suis ordonné prêtre en l'an 2000 au Palais des Sports de Gerland. Et donc là, t'imagines le Palais des Sports, 15 000 personnes, c'est extraordinaire. Euh, je, je suis transporté en fait. Tu es transporté par l'Assemblée qui prie pour toi. Donc tu as 250 mains qui sont levées pour dire qu'ils sont en communion d'esprit avec toi. C'est imprimé en moi, c'est gravé dans mon âme, dans ma chair, ça m'habite. On fait vœu de célibat, c'est vrai, hein. Je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Je me revois la veille d'être ordonné diacre, parce que c'est au moment du diaconat qu'on fait vœu de célibat. Et je prie Dieu, je dis, ben, tu me donneras la force pour tenir dans ce célibat, parce que j'ai toujours aimé les femmes. Et voilà, ça n'enlève pas la tentation. L'ordination n'enlève pas l'humanité. Là où c'était très très difficile, c'était les baptêmes. Et il y a des enfants, des parents qui me mettaient les enfants à naître dans les bras. Et j'adorais, hein, j'aimais beaucoup ça. Et ça, c'était un arrachement pour moi. Parce que, eh ben, j'en aurais pas. Quand on entend un enfant qui dit papa, alors qu'on peut pas être papa, ce mot, il a tellement de sens. Il avait tellement de sens déjà avant, quand j'étais prêtre, et tellement d'importance. Je trouvais qu'il était magique. Je pense les premiers mois de relation avec ma femme, je me suis réveillé des nuits en larmes à 2 heures du matin. Je me réveillais d'un coup et je pleurais, d'angoisse. Parce que j'ai quitté ma paroisse, j'ai quitté mes paroissiens. Je parle pas de trahison, je parle d'abandon. Tu vois, je les ai abandonnés quelque part. Et où ils se sentent abandonnés, certains se sentent trahis, il y en a qui ne me parlent pas, il y en a qui ne me savent plus. On s'est connus, on s'est fréquentés, et on s'est mariés, on a eu 2 enfants. On a 2 enfants. On s'est mariés en 2010, 5 ans après. Donc ça a été beaucoup plus difficile parce qu'en fait, pour pouvoir me marier à l'église, il a fallu que je rencontre un avocat ecclésiastique. Donc pendant 2 ans, j'ai fait plusieurs trajets à Lyon pour montrer, expliquer pourquoi je demandais à être relevé du célibat, du mariage, pour pouvoir me marier à l'église. Donc là, il y a eu une enquête. J'ai dû rencontrer un expert psychiatre qui était très bienveillant. Enfin voilà, le prêtre qui m'a entendu aussi était sympathique. Ce qui était difficile, c'est que ce prêtre, bon, il était très âgé, et en fait, j'avais l'impression de plus être face à un confrère.
C'est-à-dire que ça m'a fait mal, tu vois. C'est-à-dire qu'on perd quelque chose. En fait, quand tu quittes le ministère, c'est comme si on t'abandonnait ton identité. Ça n'allait pas assez vite, en fait. Au bout de 2 ans, tu sais, j'avais déjà un enfant. Mon fils avait 2 ans et demi. Et j'envoie un faire-part au prêtre ecclésiastique, enfin le prêtre avocat de l'officialité. Il m'appelle, il me dit François, là vous venez de m'envoyer le faire-part, mais vous n'avez pas l'autorisation de Rome, donc en faisant ça, vous vous excommuniez de l'Église. Ah. Là, ça m'a liquéfié, je me suis effondré en larmes. Il y a eu des échanges avec le cardinal Barbarin à l'époque. Finalement, il a fait accélérer mon dossier parce que le prêtre, il me disait oui, mais au cas où vous reviendriez à la prêtrise, on vous laisse ce délai, tout ça. Parce qu'en fait, je comprends qu'il y a un délai de réflexion. Je dis mais je ne peux pas revenir, j'ai un enfant, donc il faut que je l'assume. Donc arrêtez de me dire attends, je ne reviendrai pas, je ne peux pas. 15 jours avant le mariage, j'ai eu l'autorisation de Rome. Ce qui m'a fait bizarre, c'est qu'un an avant, je célébrais les mariages de l'autre côté, et un an après, c'était moi qui étais de l'autre côté. Alors, ce qui était très fort, c'est que pour ce mariage, c'est Georges, c'était mon confrère prêtre, avec qui j'ai habité, cohabité, avec qui j'ai travaillé, qui est un de mes meilleurs amis. C'est lui qui m'a marié, donc c'était très émouvant au niveau religieux. Au niveau civil, c'est mon père qui m'a marié, donc là aussi, c'était très très émouvant, parce que c'est le seul mariage civil qu'il a fait. On est 150 personnes à peu près. Oui, non, c'est un mariage sympathique, joyeux en plus. Il est animé par une de mes amies de jeunesse, Peggy, que je connais depuis qu'on a 17 ans, 18 ans, et avec qui j'ai fait mes premiers albums de chants religieux. On a fait des concerts ensemble avec Peggy, et c'est une amie de longue date. Voilà, et c'est elle qui anime, je lui ai demandé d'animer la messe de mariage, et elle est très joyeuse. C'est vraiment un beau mariage. Les enfants aujourd'hui savent que je suis prêtre, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis relevé du ministère du célibat, mais je suis toujours prêtre, même au ciel, sur terre au ciel. Et je garde la possibilité de confesser encore aujourd'hui. Ça m'est arrivé 2 fois, depuis que j'ai quitté en 2005, j'ai confessé 2 personnes après Covid, c'est tout. En cas d'extrême urgence, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voir d'autres prêtres, et si c'est un autre prêtre, ils ne vont pas se confesser. Et les 2 phrases que je pose, ce que j'appelle l'urgence, c'est-à-dire qu'il y a l'urgence de elle a besoin de se libérer de ce fardeau, et l'urgence, elle vient, il faut qu'elle la confie à quelqu'un. Et la double question que je dis, c'est est-ce que si je te donne le nom d'un prêtre, tu iras le voir? Si elle me dit non, donc ça devient une urgence pour moi. Deuxième question, si c'était un autre prêtre que moi, est-ce que tu irais le voir? Si elle me dit non, c'est la deuxième urgence. Tu vois, donc ça, c'est l'urgence comme ça. Mais l'autre cas d'urgence, c'est par exemple si toi, tu as un accident de voiture, que tu es chrétien, et que tu es en train de mourir, et que c'est moi qui passe à côté de toi, moi je te dis, écoute, tu vas mourir, je suis prêtre, ou tu sais que je suis prêtre, tu me dis, François, confesse-moi. Oui, là c'est un cas d'extrême urgence. Quand on est prêtre, on prépare les couples au mariage, on a un idéal du mariage, un idéal de vie. Quand on est marié, notre idéal, il reste un idéal, mais la vie nous rattrape et c'est la vie, elle est. Donc je suis heureux parce que je suis heureux, je suis marié, j'ai 2 beaux enfants, on est en bonne santé, on a un travail chacun, on vit bien. Comme tout le monde, et dans notre couple a des moments de joie et des moments de crise, et parce que l'amour grandit. Et après, la question, c'est de se dire, est-ce que je me sépare dès qu'il y a une crise, ou est-ce que j'essaie d'apprendre et de comprendre ce qu'il y a de plus à aimer chez l'autre? Est-ce que je l'aime pour moi? Est-ce que je l'aime pour ce qu'il est? Enfin, toutes ces questions que je posais au couple, elles me sont revenues en boomerang dans la figure. Quand je dis que l'amour vieillit, c'est comme le vin. Soit il devient de la piquette, soit il devient du bon vin. Et le couple, si on retourne les bouteilles, si on les bichonne, le couple, si on le construit, si on discute, si quand ça grince un peu, on essaye de ne pas s'arrêter là, notre couple vieillit bien. Voilà. Bon. Mais on a encore plein d'années devant nous. Vous venez d'écouter Lambda, un podcast produit par Centre France. Si vous avez aimé, laissez-nous des étoiles sur les plateformes de streaming, parlez de nous
Et n'hésitez pas à nous raconter votre histoire lambda en commentaire ou à l'adresse podcast au pluriel @centrefrance.com. À bientôt!